à tous, dans ce débrief, aujourd'hui nous allons parler de la crise qui secoue actuellement le système éducatif sénégalais, une crise qui perdure depuis le régime précédent et qui peine à être résolue avec le régime actuel. À qui la faute? C'est la question qui se pose. Pour la première partie, nous allons parler surtout de ce bras de fer entre l'État et les syndicats enseignants. Nous sommes avec Madame Marie Sibi, conseillère technique au ministère de l'Éducation nationale, chargée des syndicats, et avec elle, M. Abdoulaye Ndoye, professeur, secrétaire général national du CUSEMS. Merci, monsieur, mesdames, de répondre présent à cette invitation. C'est nous qui vous remercions. Monsieur Ndoye. Merci, je voudrais vous remercier et puis pour l'invitation, saluer également toutes nos militantes, sympathisantes et sympathisants, également les parents d'élèves et les élèves et tous les Sénégalais qui nous suivent à travers votre chaîne. Voilà, j'espère qu'au bout de ces discussions, nous pourrons apporter des solutions aux problèmes. Déjà, la première question que je vais poser peut-être à Madame Marie Sibi, qu'est-ce qui bloque le processus de négociation? Bon, qu'est-ce qui bloque? Je pense que le processus de négociation est en cours. Hein. Nous nous voyons, nous échangeons. Et je peux dire même à un très haut niveau, d'autant plus que M. le Premier ministre s'est lui-même engagé justement dans ces concertations pour que le système éducatif, en tout cas, pour que la paix règne dans le secteur de l'éducation et de la formation. Bon, il ne peut pas manquer de difficultés, bien sûr. Nous sommes dans le cadre de rapports organisation syndicale-gouvernement. Les syndicats sont dans leur rôle en termes de revendication. Le gouvernement est aussi dans son rôle en termes de prise en charge des préoccupations des agents de l'État, mais aussi prise en charge des préoccupations des populations. Maintenant, c'est vrai que dans ce cadre-là, il y a une situation qui est là. Nous nous parlons, nous nous réunissons, mais nous avons des, je ne dirais pas des difficultés, mais nous ne parvenons pas à nous entendre sur un élément, donc on peut appeler point d'achoppement si vous voulez, donc par rapport à l'indemnité de logement. Mais je pense que autant le gouvernement que les organisations syndicales sont dans de bonnes dispositions pour que la paix règne dans le secteur. Donc, bon, les concertations se poursuivent, comme je l'ai dit, et il faut que chacun y mette du sien maintenant pour une solution qui permettra à nos enfants de retrouver le chemin de l'école, mais aussi et surtout de bien préparer les évaluations et les examens aussi. Ce point d'achoppement, nous allons y revenir, mais j'aimerais bien savoir l'appréciation de M. Ndoye par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce qui bloque ce système selon vous? Oui, c'est une question très pertinente parce que je rappelle que lors de la rencontre avec le Premier ministre, le 16 mars, il nous a posé la même question. Pourquoi vous dites que les accords ne sont pas respectés? On lui a dit, effectivement, les accords ne sont pas respectés parce que je dois préciser qu'il ne s'agit pas de... On n'est pas en séquence de négociation. Nous avons négocié parce que le protocole d'accord, c'est la fin d'un processus de négociation. Je rappelle qu'en 2014, on a signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Sénégal et au terme de ce protocole d'accord, le ministre Mansour Sy disait à l'époque que c'est des accords réalisables. Et non seulement ces accords n'ont pas été réalisés, il y a eu une grève en 2015, mais au terme de cette grève, on a signé des procès-verbaux. Le CUSEMS a signé un procès-verbal avec le gouvernement du Sénégal. Et entre autres points qui figuraient sur le procès-verbal, il y a l'alignement de l'indemnité de logement que nous avons posé, qui est une question d'équité et de justice sociale. Maintenant, la rencontre avec le Premier ministre, nous avons dit au Premier ministre qu'effectivement, les accords ne sont pas respectés. C'est ça le point de blocage. C'est-à-dire que malgré la pause d'une année, le ministre de l'Éducation disait que ce n'est pas ambitieux. On lui a dit c'est ambitieux. Parce que quand on compte, on commence par un. C'est ambitieux. Quand dans une école, on est dans un cycle de perturbation et qu'une année, les gens, il n'y a pas de perturbation, il faut rendre grâce à Dieu et puis féliciter les acteurs, notamment les enseignants et les acteurs du système éducatif. Donc on a dit les accords ne sont pas respectés. On a cité les accords qui ne sont pas respectés. On lui a dit l'accord sur la création du corps des administrateurs scolaires n'est pas respecté. On lui a dit le reversement des MEPS dans le corps des professeurs de collège depuis plusieurs années
Les sortants du CNEPS ont organisé une marche et nous avons participé à cette marche. Nous avons été reçus par le ministre des Sports et de la Jeunesse qui avait donné des garanties fermes sur la signature de ce décret. Ce décret également tarde à être signé. La dernière rencontre, ils nous ont dit qu'il y a des modifications. Jusqu'à la dernière rencontre, ce n'était pas signé. Il y a eu également les parcelles non viabilisées. Et je donne l'exemple du CUSEMS. On nous a demandé de déposer les listes. Moi-même, j'ai déposé les listes au niveau du ministère du Budget. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu des parcelles. Et que c'est un accord qui date de 2011, s'il vous plaît, madame. Et je peux, s'il vous plaît. Oui, je termine sur ça. Sur les parcelles non viabilisées, je prends l'exemple de Ziguinchor, Kanten, la zone de Kanten. Ils nous ont dit, on a débloqué maintenant le financement pour la viabilisation. Mais nous avons perdu notre naïveté. On n'y croit plus. Si c'est réalisé, nous pouvons informer les militants à la base. Vous prenez la ZAC de Kaolack, on nous a dit que la ZAC appartient à une personnalité. Les ZAC de Thiès, Tivaouane, Saint-Louis, il y a des problèmes de prise de possession. J'emprunte les termes du ministre lui-même du renouveau urbain. Il a dit qu'il y a des problèmes de prise de possession. Nous avons dit donc, vraiment, et la dernière rencontre, le secrétaire général a voulu évoquer Kounoun. On lui a dit que Kounoun, c'était une revendication dépassée. La revendication, c'est les parcelles que le gouvernement avait promis. Ça aussi, ça n'a pas été respecté. L'immatriculation des MC, des maîtres contractuels et des professeurs contractuels, tarde encore à être matérialisée. La carrière des enseignants. Quand on dit carrière, c'est la délivrance des actes d'intégration, de validation, de radiation. N'est-ce pas? Et jusqu'à présent, malgré les chiffres avancés, même le ministère de la fonction publique, du renouveau du service public et de la rationalisation des effectifs ne peut pas vous dire exactement les stocks, c'est-à-dire il reste combien de dossiers à traiter. Nous allons savoir pourquoi après, mais j'aimerais bien que Mme Marie revienne un peu sur ce qu'elle veut dire par rapport à ce qu'a dit comme argument M. Ndoye. Oui, je dois d'abord revenir sur cette trêve de 2016. En réalité, cette trêve de 2016 n'est pas exclusivement de la volonté quand même des enseignants. Il faut dire que nous avions eu une rencontre en septembre d'abord 2015 avec le ministre de l'Éducation nationale dans ce qu'on appelle les concertations partenariales. Rencontre au cours de laquelle M. le ministre s'était engagé à rencontrer les partenaires le premier mardi de chaque mois. Cela pour nous permettre d'échanger sur la situation du secteur de l'éducation. Et je reprends ces termes. En tout cas, quel que soit le prix à payer, moi je le mettrai pour que la paix règne au moins cette année. C'est vrai qu'on dit que cette année-là, il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu d'acquis. Moi je dis non. Parce que malgré tout, beaucoup de décrets ont été signés. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui ne le sont pas encore, et ça, je le reconnais. L'autre élément est relatif à l'immatriculation des MC et des PC. Je pense que c'était un travail qu'on devait faire de façon collégiale. Organisation syndicale, administration. D'abord pour identifier les agents concernés, travailler avec l'IPRES et le ministère du Travail pour l'immatriculation, mais aussi, et ce qu'il faut dire, c'est que les fonds sont mis à la disposition de l'IPRES. Mais moi, je et à ce niveau-là, les enseignants concernés sont pris en charge au niveau de l'IPRES. Avant de revenir à ce point de l'IPRES, M. Ndoye l'a dit tout à l'heure, selon le ministre Mansour Sy, l'ancien ministre Mansour Sy, ces accords sont réalistes et réalisables. Le problème qui se pose, c'est pourquoi peinent-ils à être appliqués? Je dois rappeler d'abord que ce protocole d'accord de 2014 n'est pas un protocole exclusivement de ce gouvernement. La continuité de l'État, tout le monde sait ce que cela veut dire. Donc, il y avait des accords qui étaient là, qui n'étaient pas respectés, qui sont repris dans ce protocole de 2014. Et si on parle d'accords réalistes et réalisables, c'est dans le cadre des engagements que ce gouvernement-là a pris en 2014.
pour les autres, c'est une situation qui était là bien avant 2014 et qu'ils devaient prendre en charge, quelle que soit la situation, parce que c'était déjà signé entre un gouvernement et les organisations syndicales. C'est la continuité, c'est la continuité de l'État. Le régime actuel ne pouvait même pas dire « je ne prends pas en compte ces accords-là, on les a trouvés, il fallait les mettre en œuvre ». Et on est dans la dynamique. Maintenant, l'accord, moi je dis l'élément essentiel qui a été obtenu en 2014, outre les questions à incidence financière, c'est la validation aux 2/3. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'État a fait énormément d'efforts. Le travail est pratiquement terminé. On ne dira pas que l'État n'a pas respecté ses engagements. Que pensez-vous déjà de cela par rapport au respect des accords de l'État? On peut aussi dire qu'il a fait des avancées par rapport à certains accords qui ont été signés. Mais si je reviens au point d'achoppement qui constitue plutôt l'indemnité de logement, pensez-vous que ça devrait être un facteur assez bloquant pour perturber l'année scolaire? On n'a pas besoin d'être aujourd'hui expert pour savoir que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Et nous avons cité des engagements précis devant le Premier ministre. Et le Premier ministre a dit, désormais, c'est lui-même qui va présider les rencontres. Il nous a dit qu'il va proposer des rencontres. Qui seront par ailleurs hebdomadaires. Oui, lui-même, il va aller parce que les instructions qu'il a données le 19 janvier, 14 points reversés dans la corbeille pour que le ministère de la fonction publique, en rapport avec les autres ministères, puisse évaluer, discuter. Le travail n'a pas été fait. Le constat est fait. Deuxième élément, c'est par là où je veux dire, c'est un manque de volonté, parce que sur l'alignement de l'indemnité de logement, je rappelle, lorsque nous l'avons posé en 2015, parce que moi je ne parle même pas, dès qu'on accède au pouvoir, il y a la continuité de l'État. Il n'y a pas de justificatif. C'est-à-dire que quand on arrive au pouvoir, le président, il a tous les privilèges que doit avoir un président. On lui donne tout. Il doit hériter de tous les dossiers. C'est la continuité de l'État. Maintenant, sur la question de l'alignement de l'indemnité de logement, je rappelle que ces négociations en 2015, il y a des éléments nouveaux. Le premier élément, c'est que c'est le Premier ministre lui-même qui a conduit les négociations. Deuxième élément, c'est en présence des médiateurs, tels que les membres de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, mais également le Haut Conseil du dialogue social, le Comité du dialogue social, secteur éducation. Mais ne pensez-vous pas que déjà avec la présence de ces organes-là, c'est une volonté de la part de l'État? Voilà, très bien. Et dans la conclusion, le Premier ministre a demandé à ses médiateurs de veiller au respect des accords et des engagements que le gouvernement a pris à l'endroit des syndicats. Mais sur l'alignement, on nous a dit, attendez l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État. Parce que tout le monde était d'accord qu'il y avait une déstructuration de la grille salariale. L'étude a été réalisée par le cabinet MGP Afrique, qui a été choisi par le gouvernement du Sénégal. Le pré-rapport a fait l'objet d'un partage entre le gouvernement et les syndicats que nous sommes. Nous avons discuté, on a fait des amendements. On nous a dit que le dossier est sur la table du président de la République. Parce que le président, maintenant, à notre grande surprise, le Premier ministre nous a reçus sur la question de l'alignement. Parce que l'alignement, c'est une question de justice sociale et d'équité. Et quand il nous a reçus, il nous a dit que le gouvernement propose 10% de l'indemnité de logement. Il nous a dit, non, on lui a dit si, c'est ce que vous avez dit. Parce que le porte-parole du gouvernement et le Premier ministre, il a dit c'est une erreur. On a dit non, ce n'est pas une erreur. Nous sommes des intellectuels. Vous avez dit 10% de l'indemnité de logement, ça équivaut à 6 000 francs. On lui a dit, ça montre le manque d'ambition du gouvernement pour l'école sénégalaise. Et donc, nous ne sommes pas dans la logique de l'augmentation. Nous sommes dans une logique d'alignement, de justice sociale et d'équité. Et je crois qu'aujourd'hui, nous l'avons dit au Premier ministre, nous ne parlons même plus de... Aujourd'hui, la seule personnalité au Sénégal capable, parce que vu la complexité de la crise et la profondeur de la crise et la demande du peuple sénégalais, seul le président de la République, comme l'ont fait ses homologues de la Guinée, du Tchad et des autres pays, doit monter au créneau pour régler la crise scolaire. Alors, Madame Subi, pour les précisions. Voilà, la première précision, c'est que aujourd'hui, ce qui était retenu par rapport à ce point, à ces questions à incidence financière,
indemnité de logement, prime scolaire, indemnité de recherche et documentaire, indemnité des inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire général et inspecteurs de l'enseignement élémentaire. Il a parlé de l'étude, certes, mais ce qui était dit, c'est qu'après les résultats définitifs de l'étude, le gouvernement entamera des négociations globales et sectorielles avec les partenaires sociaux. Et je rappelle que cette étude ne concerne pas seulement les enseignants. Et lors de la rencontre du 16 mars, Monsieur le Premier ministre est revenu là-dessus pour préciser que cette étude concerne l'ensemble des agents de l'État et qu'une telle étude, avec toutes les conséquences qu'elle aura, ne peut pas appeler à une prise de décision précipitée. Il leur a dit voilà, qu'ils sont en train de travailler sur les conclusions de l'étude. Mais entre-temps, le gouvernement a pris sur lui au moins d'allouer une augmentation de 25% de l'indemnité de logement en attendant maintenant l'examen des conclusions de l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État et la prise de mesures adéquates. Maintenant, en termes de mesures adéquates, je ne saurais dire ce que cela sera. Je voudrais réagir par rapport à ça. Pour dire, encore une fois, je l'ai dit, la complexité. En 2007, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, était le Premier ministre. Et on était confronté à des difficultés. L'école était en crise. Il nous a reçus à la primature. En pleine négociation, le président Abdoulaye Wade a demandé que la réunion soit transférée au palais. Quand nous sommes venus, mais président de tous les Sénégalais, il a compris les enjeux. Il a mesuré la gravité de la situation. Il a pris des mesures fortes. C'est ce que nous attendons du président Macky Sall. Cette étude a trop duré. Les gens ont attendu depuis 2015. Mais je rappelle que dans le protocole d'accord, on a dit que les correctifs seront apportés dans le budget de 2015. C'est ce qui a été dit. Et je n'avais pas fini quand je parlais du procès verbal de 2015. Je termine, madame. Ce qui est nouveau dans ce, c'est qu'on a mis des échéanciers, des délais. Tous les délais ont été largement dépassés, notamment sur l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État. L'étude là a été faite. L'étude est terminée et d'ailleurs le Premier ministre nous a dit maintenant l'étude est sur sa table. C'est-à-dire que l'étude a quitté la présidence et sur la table du Premier ministre. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend? S'il tente que les gens veulent rétablir, corriger les iniquités, les disparités, je rappelle également que l'étude qui a été réalisée par le cabinet MGP Afrique, choisie par le gouvernement du Sénégal, cette étude a montré qu'il y a des iniquités, des disparités et dans le traitement des agents de l'État. Tout le monde est d'accord. Et je suis d'accord maintenant que le problème de l'alignement de l'indemnité de logement, quand ils l'ont posé, c'est vrai. Si vous écoutez, c'est un problème général. Vous avez entendu, les médecins posent le même problème. C'est un problème d'écart salariaux, de justice sociale et d'équité. C'est tout ce que demandent les enseignants. Il n'y a rien de nouveau dans ça. Moi, je n'ai qu'une seule question. Excusez-moi, madame. Je voudrais juste quand même intervenir par rapport à cela. Si tous les agents de l'État sont accrochés aujourd'hui aux conclusions de cette étude-là, pensez-vous que le gouvernement soit dans la dynamique d'aller dans la précipitation pour ensuite créer d'autres situations? Je ne pense pas. Le gouvernement prendra le temps qu'il faudra pour examiner les conclusions de cette étude. Mais en attendant, voilà ce qu'il propose. 25% d'augmentation de l'indemnité de logement à partir du mois d'octobre 2018. Actuellement, ce n'est que 5 000 francs CFA. Je ne dirais pas que ça soit 5 000 francs CFA la différence parce que les propositions de la partie syndicale sont diverses et multiformes. Il y en a. S'il vous plaît, laissez-la terminer. Certains avaient demandé 100 000 francs, d'autres 120 000 et d'autres syndicats encore l'alignement purement et simplement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que par rapport à la gestion de la masse salariale, le gouvernement a dit qu'il est dans l'impossibilité d'aller au-delà des 15 000 francs en attendant. Parce que ce qui est dit, c'est très clair. Mais quelle est sa raison? Quelle explication fournit-il à cela? Mais c'est parce que, en termes d'efforts, il faudrait voir quel est le niveau atteint par le gouvernement pour la prise en charge de l'ensemble des revendications. Je ne dis pas seulement des enseignants. Aujourd'hui, il y a plus de 32 milliards pour la prise en charge des lenteurs administratives. C'est déjà quelque chose. Et au-delà de cela, il y a d'autres actes posés par le gouvernement. Et même pour les lenteurs administratives, madame, ce qu'il faudrait préciser, c'est que le ministère de la fonction publique n'est pas seulement resté
justement à dire il y a des lenteurs, il y a des lenteurs. Des efforts ont été faits. Aujourd'hui, plus de 150 000 agents de l'État, excusez-moi, 59 000 agents de l'État ont vu leur dossier traité par le ministère de la fonction publique, par le ministère de l'économie, des finances et du plan. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait quand même un peu de mesure par rapport à ces lenteurs-là. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement est conscient qu'il y a des efforts à faire parce qu'on était à un moment où il y a ce qu'il a appelé lui-même la sédimentation des dossiers, et c'est normal. On était dans un système quotataire. Ce système a évolué en reclassement universel. Et quand il y a reclassement universel, il n'y a plus de quotas. Donc le gouvernement a des difficultés aujourd'hui à prendre en charge tous ces dossiers qui viennent en même temps. Et tant qu'on aura des agents de l'administration, on aura des actes à traiter. Donc, il faudra accélérer le processus au niveau des administrations. Accélérer le processus, c'est d'abord permettre au ministère de la fonction publique d'aller dans le sens de la dématérialisation. Ils y sont. Aujourd'hui, même des agents de l'ADIE sont mis à la disposition de ce ministère-là. Accélérer le processus, c'est permettre le suivi avec M. le Premier ministre, qui leur a dit pendant 1 mois, on se voit tous les jeudis, pendant 2 heures de temps, nous faisons le suivi rapproché. Accélérer le processus, c'est l'engagement du gouvernement à accompagner le ministère de la fonction publique. Excusez-moi, j'aimerais bien préciser quelque chose. Vous me laissez préciser. Nous sommes presque à quelques minutes seulement de la fin de cette première partie-là. Mais avant de nous quitter, moi, j'aimerais savoir concrètement, vous, qu'est-ce que vous voulez par rapport... Je vais vous dire d'abord, première chose, le ministère de l'Éducation, ce dossier dépasse l'éducation nationale. Parce que le Premier ministre a pris ses responsabilités. Il dit que c'est lui maintenant qui va piloter les rencontres. Ça veut dire, non, s'il vous plaît, le ministère de l'Éducation nationale est dépassé par la situation. Dans tous les pays, il y a eu la même crise, plus grave, plus aiguë en Guinée, où il y a eu même des confrontations. Mais le président Alpha Condé a compris la demande de la population a augmenté à hauteur de 40% les salaires. Et il a dit qu'il met tous ces avantages sur la table. Nous avons dit c'est possible. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, il n'y a pas de justice fiscale au Sénégal. Les grandes entreprises sont exonérées, ce qu'on appelle le bonus fiscal. Nous avons dit si les entreprises payent les impôts normalement, avec cet argent, on peut financer l'école, la santé et les autres secteurs. Troisième, non, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, ce que je dis, c'est important. Oui, non, mais c'est important de le dire. Le président Macky Sall a un projet de construction à hauteur de 100 milliards, un nouveau palais à Diamniadio. Il a offert 500 000 francs, parce que l'État ne paye qu'après service fait. C'est décret présidentiel. Quand vous pouvez offrir de l'argent à des citoyens qui ne travaillent pas, des citoyens qui travaillent, qui demandent l'équité et la justice sociale, l'État doit pouvoir le faire. Le troisième élément, pour vous montrer la bonne disposition. Et quelles sont les pistes d'un compromis, s'il vous plaît? S'il vous plaît, laisse-moi, je termine. Les enseignants n'ont pas demandé qu'on leur donne ce qu'ils ont proposé. J'ai dit encore, c'est manquer d'ambition pour l'école. Il faut aujourd'hui des mesures fortes, rassurantes, pour stabiliser l'alignement de l'indemnité qui est une question d'équité et de justice. Maintenant, pour les décrets, je vais terminer par là. En 2015-2016, on est resté 1 an sans aller en grève. Mais c'est une seule fois que le comité de suivi logé au ministère de la fonction publique du renouveau du service public a convoqué les enseignants le 6 juillet 2017, c'est sous la pression des syndicats. Mais pourquoi, et deuxième chose, l'arrêté sur la gestion démocratique. Pendant plusieurs années, nous avons demandé la signature. C'est en pleine négociation le 19 janvier que le Premier ministre... En pleine négociation. Maintenant, encore une fois, Madame Thiam. Maintenant, je termine. Non, je termine sur ça, Madame Thiam. Non, je termine sur ça, Madame Thiam. Madame Thiam, aujourd'hui, vu la gravité de la crise, sa complexité, je dis encore une fois, quand le Premier ministre se dit déçu, parce que les instructions qu'il a données au ministre n'ont pas été respectées, ça veut dire qu'aujourd'hui, le dossier dépasse. Aujourd'hui, seul le président de la République, le ministère pour régler le problème de la crise en matérialisant pas seulement l'alignement, mais les accords soient respectés. Voilà, je pense que si nous revenons au protocole d'accord, il y a 33 points dans ce protocole. Sur les 33,
les 28 sont soit effectivement pris en charge, soit en cours de réalisation, parce que dans un processus continu. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on revienne à la raison. Nous contestons les chiffres. Pourquoi nous contestons? C'est pas... Nous contestons les chiffres. Tout ce que ils avaient dit, il y a 28 élèves par classe avec la venue de Macron. Non, on ne peut pas lui... Je ne lui permettrai pas aussi de revenir sur une situation. On ne peut pas accepter qu'on nous donne des statistiques qui ne sont pas exactes. C'est pas exact, c'est faux. C'est pas vrai. Mes documents. C'est pas exact. Non, c'est pas exact. C'est des documents, c'est pas des chiffres officiels. C'est pas des chiffres officiels. Ça, c'est des chiffres du ministère. S'il vous plaît, monsieur. L'arrivée de Macron, ils ont dit il y a 28 élèves par classe. L'élève a démenti devant la nation. Merci, monsieur. Madame, par rapport à cette situation relative à la... On va accepter ça. Si elle dit que c'est 38... C'est 33 points de revendication. Le problème, c'est pas ça. Le ministère est dépassé. Le président de la République doit monter au créneau et régler le problème. Voilà, comme vous l'avez compris. Le président doit monter au créneau. Le ministère est dépassé. Les deux invités peinent à se Le ministère est dépassé par la situation. On se donne rendez-vous tout de suite dans la seconde partie. Le ministre est dépassé par la situation. Vous êtes toujours dans le débrief et là, nous sommes dans la seconde partie. Comme je vous l'ai dit, l'objectif de cette émission n'est pas d'apporter un débat subjectif, mais plutôt d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Là, pour la seconde partie, nous sommes avec Monsieur Alassane Cissé, qui est parent d'élèves. Merci, Monsieur Cissé, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie, Madame Thiam, de m'avoir invité pour parler de ce sujet brûlant. Un plaisir partagé avec lui également, M. Terence Senghor, membre du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir. Merci, M. Senghor. Merci, Madame, de m'avoir invité pour parler effectivement de cette crise qui est très importante. Voilà, une crise très importante qui, hélas, perturbe le cursus scolaire des élèves. Je vais poser par ailleurs la question aux parents d'élèves. Quelle lecture faites-vous de cette situation ? Vous savez, c'est une situation qui dure depuis des années. Je trouve qu'il faille que le gouvernement et les syndicalistes s'accordent sur une indemnité de logement raisonnable pour que les enfants puissent regagner les écoles. Il faut que cette crise se termine avant le 31 mars pour que les élèves puissent terminer leur programme scolaire, et comme ceux qui sont en examen, comme ceux qui ne le sont pas. Cette crise a des relents qui font que à chaque fois qu'on espère qu'il y a un début de solution, il y a des problèmes. On a le problème des indemnités de logement. En fin d'année, nous aurons le problème des indemnités d'examen. Alors ça devient un cycle infernal. Et pour les Sénégalais, et pour les parents d'élèves que nous sommes, et pour l'État et pour les enseignants. Il faut que les deux parties s'accordent pour trouver une solution définitive à ces problèmes. Une solution définitive à ce problème qui semble ne pas encore être à la fin, hein, parce que là, on semble ne pas voir le bout du tunnel. Déjà, on jugeait dans la première partie par la réaction des différentes parties. Je vous propose de voir ce reportage sur l'éducation. Le système éducatif sénégalais au bord du gouffre, ce n'est pas encore le compromis entre État et syndicats d'enseignants. Au lycée de Ouakam de Dakar, ces apprenants se disent désorientés et confus. Dans la cour, des groupes d'élèves formés à différents endroits. L'effet des grèves des enseignants est passé par là. Dans cette salle, seules 2 candidates au baccalauréat. À l'absence d'enseignants, elles révisent quand même pour anticiper sur le programme. On fait des cours de renforcement pour essayer de combler le vide. Il y a la peur aussi parce qu'on pense qu'on ne peut pas terminer le programme avec toutes ces grèves. Mais bon, on fait de notre mieux. Évidemment que les profs sont en grève, mais moi je reste ici parfois pour réviser et pour apprendre et avancer sur le programme. Du côté des plus petits, des groupes de travail entre élèves sont privilégiés malgré cette peur bleue qui les anime. Parfois, on prend les élèves forts en maths, PC et espagnol pour organiser les groupes de travail et échanger des idées.
Dans cette salle des professeurs, presque tous les enseignants ont respecté le 6e plan d'action, marqué par des débrayages et grèves. Le respect des accords signés avec le gouvernement pour cette année, seul leitmotiv. Ils savent ce que nous attendons d'eux et nous sommes assez patriotes et avertis pour savoir que ce que nous demandons est réalisable, d'autant plus qu'eux-mêmes l'avaient reconnu. Les indemnités de logement, principal point d'achoppement entre les deux parties, ce n'est pas encore le bout du tunnel pour une sortie de crise. Les apprenants devront patienter pour voir régulièrement leurs professeurs en classe. Un reportage signé Amadou Sabarba. Comme vous l'avez vu, les conséquences sont très nombreuses. Déjà, l'impact sur le cursus et le niveau des élèves qui se traduit par les faibles résultats lors des examens. L'éthique pédagogique, qu'en est-elle sur ce point? Moi, je pense qu'il y a quand même l'éthique pédagogique, mais il faudrait dire que nous sommes d'abord des enseignants, des personnes responsables qui sont dans les maisons des pères de famille. Et pour cela, nous nous nourrissons de notre travail, de ce que nous gagnons par rapport au travail. Et pour cela, je pense que cette grève est légitime et légale pour les enseignants. Ce qu'il faut, il faut quand même saluer le gouvernement d'avoir accepté de négocier, de dialoguer avec ses enseignants. Et pour cela, ce que je peux dire simplement, c'est de tout mettre en œuvre pour que quand même cette grève cesse. Et que les élèves, les apprenants, puissent vraiment en bénéficier. Ce sont les principaux malheureux dans ce problème. Oui, en effet. Mais je pense que aussi il y a la responsabilité incombe aux deux parties. Il faudrait des concessions. Il faudrait que le gouvernement, certes, a fait beaucoup d'efforts, mais je pense que aussi c'est la continuité de l'État. Il y a des accords qu'ils n'ont pas signés, que ce gouvernement présent n'a pas signé. C'est dans cette dynamique de la continuité de l'État. Il a pris ça en charge, mais je pense que aussi du côté des enseignants, il faudrait ne pas brûler les étapes. En syndicalisme, pour moi, il faudrait peut-être des fois accepter les acquis, préserver les acquis, les consolider et faire une pause pour encore aller combattre. C'est ça vraiment que nous voudrions que vraiment l'État puisse accepter dès le retour de pouvoir vraiment sortir tout cela. Mais pour le moment, il faudrait quand même continuer le dialogue. Parce qu'en fait, il ne faut pas écorcer un peu le leadership de l'école sénégalaise en matière internationale, en matière d'éducation. Elle est remise en question. Voilà. Donc, il faudrait quand même préserver cet acquis de l'école sénégalaise au niveau international, qui est vraiment de tout temps majeur. Et pour cela, il faudrait quand même que le gouvernement reprenne les choses en main et dialoguer avec les syndicats les plus représentatifs, je pense, de ce secteur-là. Et pendant ce temps, ces élèves-là sont mis en sursis, on peut le dire. Vous, en tant que parent d'élèves, êtes-vous rassuré par rapport à la manière dont se déroule ce dialogue-là? Non, je ne suis pas rassuré parce que j'ai suivi tout à l'heure la première partie de votre émission et j'ai vu que ce n'est pas des négociations, mais c'est un punching ball. Parce que quand ça devient agressif, ça devient un terrorisme syndical. Pour dire que je n'accepte pas parce que je ne dois pas accepter. Quand vous faites des propositions allant de 20 000 francs et que l'autre partie vous dise 15 000 francs, moi je crois qu'il y a possibilité de s'entendre. Il n'y a pas possibilité de dire non, je ne prends pas. Depuis que le Sénégal est Sénégal, les syndicalistes n'ont jamais été aussi radicaux que le syndicat des enseignants. Les gens, toujours, continuaient la lutte, prenaient des acquis, laissaient un temps au gouvernement et après continuaient la lutte. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est tout ou rien. Parce que l'État sénégalais ne gère pas simplement que les syndicalistes. Il y a les paysans,
il y a les agropasseurs, il y a tout. C'est un tout. Nous sommes dans un pays qui est sous-développé, un pays en construction. Mais d'une part aussi, ne pensez-vous pas qu'ils ont aussi raison de lutter pour leurs intérêts? Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable que à peu près 200 000 fonctionnaires prennent les 2/3, les 3/4 du budget? Et les autres 14 millions de Sénégalais, qu'est-ce que l'État doit faire pour eux? Je crois que l'État doit investir aussi sur les populations. Mais ils doivent être oui, au même niveau. J'ai compris la légitimité de leur lutte. Mais il ne faut pas me dire que cette lutte est légitime et légale. Parce qu'il y a des dégâts collatéraux que sont nos enfants, leurs enfants, qui risquent d'avoir une année blanche, qui risquent de ne plus avoir des documents reconnus à l'étranger. Alors c'est ça le problème. Est-ce qu'il faille laisser comme ça l'école et sacrifier les élèves pour préserver mon avenir à moi, ou il faut que j'accepte un compromis dynamique avec l'État pour aller de l'avant, et puis après l'année prochaine demander, parce que moi je crois que si les instituteurs, le syndicat demande 100 000 francs pour l'alignement à 100 000 francs, j'ai entendu dire qu'ils sont d'accord pour que ça soit ramené à 100 000 francs. Si on est d'accord aujourd'hui et que l'État soit d'accord d'année en année d'augmenter sur une période de 3 ans ou 4 ans, je pense que c'est raisonnable. On ne peut pas dire à l'État, vous devez prendre toutes vos ressources et donner ça aux enseignants et laisser les autres Sénégalais. C'est vrai que leurs intérêts aussi ne doivent pas mettre en péril l'avenir de toute une jeunesse, mais vous, en tant qu'enseignant, pensez-vous pouvoir respecter le quantum horaire avec ces grèves? Vous savez, avec ces grèves, on peut respecter le quantum horaire. Mais, je dis bien, il faut déclencher le processus de dialogue et que cela ne puisse pas empêcher sincèrement les enseignants de faire du débrayage ou bien d'aller en grève. Mais justement, comment respecter le quantum horaire tout en restant des jours sans faire cours? Ouais, c'est pourquoi je te dis, aujourd'hui, il appartient au gouvernement de parler de façon concrète avec les enseignants, qu'ils soient rassurés de pouvoir respecter ces accords-là. Parce que moi, avant d'être peut-être politique ou du réseau des enseignants, je suis d'abord enseignant. Ça, il faudrait quand même que vous le sachiez. Ce que je dis, c'est quand même, il appartient au gouvernement que je connais, le président Macky Sall. Il est dans de bonnes dispositions. D'ailleurs, la fiche de tout ce qui a été traité est dans l'Obs aujourd'hui. Pour dire qu'ils ont la volonté de régler cette crise-là, et pour de bon. Et il ne faut pas se précipiter quand même. Je suis du côté des enseignants, mais aussi, compte tenu aussi de ce que je connais du président, sa volonté d'amener ce Sénégal à l'émergence, et dans la transparence aussi, je le connais bien, il ne précipite rien, c'est-à-dire qu'il prend tout son temps pour quand même voir la faisabilité. Excusez-moi plutôt de la répétition que je vais faire. Le président a-t-il le temps de prendre son temps face à cette situation-là? Oui. Déjà, il faudrait noter que nous sommes à l'approche des examens dans les différents établissements. Pensez-vous qu'il a assez de temps pour cela? Vous savez, il a du temps pour le Sénégal. Le président Macky Sall a du temps pour le Sénégal et il a démontré. Aujourd'hui, la crise persiste. À travers lui, le Premier ministre, qui prend le dossier en main, c'est lui, c'est le président. Avec les instructions du président, le Premier ministre, que je salue au passage, a pris le dossier en main et il est en train vraiment de le traiter. Et je pense que pour bientôt, ils vont trouver la solution qu'il faut. Mais trouver une solution ne passerait-elle pas par accepter ce que imposent moi, je pense que même les différents par syndicats? rapport à ces choses, ils ont tout fait d'abord. Ils ont augmenté 25 000, 15 000. Il ne reste que 5 000 francs. Mais ces 5 000 francs-là, pourquoi ne pas les ajouter pour une paie définitive entre les deux? Vous savez, il ne s'agit pas de compléter. C'est un problème de budget. C'est un problème d'État. Rien ne se donne gratuitement comme ça.
à condition que Macky veuille sortir de sa poche pour donner ça aux syndicats, aux enseignants. C'est une question d'État, une question de République. Tout est budgétisé. Il faudrait essayer de voir avec les partenaires sociaux comment régler cette crise-là. Comment régler cette crise-là, mais êtes-vous d'accord avec les arguments de M. Senghor? Ben, un peu, vous savez, tout gouvernement qui veut régler coûte que coûte des urgences croulera sous le poids des urgences. Les urgences, on les met dans le portefeuille de construction de la nation et on continue de les régler au fur et à mesure que les agrégats macroéconomiques soient ouverts. Je crois qu'il faut savoir raison garder dans cette crise. Les syndicalistes ont fait des sacrifices depuis des années. C'est des pères de famille. Ben, ce sont des Sénégalais aussi. L'État a consenti d'énormes sacrifices aussi. Il ne faut pas qu'on leur mette en péril l'équilibre de cette nation. Mais il y a aussi les lenteurs administratives qui posent problème. Vous savez, toutes les administrations sont lentes, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Il se trouve que l'État a régularisé beaucoup de cas. Mais celle du Moi, Sénégal ce que est je beaucoup demanderais décriée, à l'État, c'est de faire en sorte que la DMC, la Direction de la Monnaie et du Crédit, puisse donner, faire en sorte que les enseignants puissent accéder au crédit. Parce que c'est la DMC qui aidait un peu les enseignants, les fonctionnaires, à ce qu'ils puissent avoir des logements par le biais des prêts de la DMC. Il ne faut pas qu'on livre aux banques les enseignants, que l'État continue d'être un État protecteur au niveau des fonctionnaires. Tous les fonctionnaires, je dis, je ne parle pas simplement d'enseignants, mais de tous les fonctionnaires, qu'il y ait des facilités pour que les enseignants accèdent à ces prêts. Que les enseignants aussi acceptent la main tendue de l'État et qu'ils discutent entre 15 000 et 20 000, je crois qu'on peut arriver à un consensus fort pour que ce problème, qu'on le dépasse. Maintenant aussi, je demanderai à l'État de faire en sorte que les indemnités de correction là, de baccalauréat et autres, que ça soit logé au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour faciliter les choses, parce que les enseignants courent derrière cela. Ou bien alors qu'on fasse ça en 2 tranches, au mois de juillet et au mois de juin et au mois de juin, pour qu'il n'y ait plus de grève sur cela. Il faut qu'on arrive à pacifier l'espace scolaire pour que nos enfants puissent avoir des diplômes valables. Mais le problème qui se pose en est que pendant qu'ils sont en train de discuter, pendant qu'ils se réunissent autour de la table et qu'il y a un bras de fer, vous l'avez suivi dans ce reportage, les élèves eux-mêmes font des recherches sur le net pour pouvoir combler ce manque que ne leur offrent pas les professeurs qui sont en grève. Pensez-vous que cela est normal? C'est pas normal. C'est pas normal parce que ce sont nos enfants. Ce sont leurs enfants Parce aussi. qu'il faut dire qu'après, non seulement ils vont manquer certains cours et durant les examens, les épreuves ne seront pas aussi indulgentes. Bien sûr, madame. Vous savez, depuis des années, nous avons un processus de déstructuration de l'école sénégalaise qui est en train de se faire avec des grèves récurrentes des élèves, des professeurs, avec des manquements dans les négociations. Il faut que l'on s'assoie, que l'on regarde ce qu'il y avait dans les années 70, 75 jusqu'aux années 80. Une élite sénégalaise. Oui, une élite sénégalaise. Qui n'existe plus ou bien qui a tendance à disparaître. Oui, et que l'on revienne sur certains fondamentaux, c'est-à-dire comme l'engagement décennal qui était en cours dans les années 70-80. Un enseignant qui était dans le public ne pouvait enseigner que pour le public et n'allait pas faire du kharmat dans d'autres pays. Qui veut dire chercher d'autres revenus dans d'autres activités. Pourvu que leurs conditions salariales soient décentes. Et je crois que l'État devrait aller dans ce sens pour permettre à l'école publique sénégalaise de retrouver son lustre d'antan. Son lustre d'antan, pensez-vous qu'elle pourra la trouver de sitôt avec tous ces problèmes? Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein? Si. Non, il n'y a pas de problème. D'autant plus qu'ils sont sur la table
de négociation et que je dis, il y a un problème de lenteur administrative dont vous avez parlé. C'est vrai. Ce problème de lenteur administrative, il faut enclencher le processus de dématérialisation pour que, et vraiment, que ça, il faudrait vraiment accélérer ce processus-là. Mais j'ai envie de vous poser une question par rapport aux épreuves que vous donnez aux élèves, tout en sachant qu'il y a eu beaucoup de grèves durant tout le cycle scolaire. Prenez-vous en compte ces facteurs-là quand vous proposez des sujets? Mais bien sûr. Nous sommes des pédagogues. Nous savons, c'est un programme qui est là. C'est à partir du programme enseigné qu'on peut puiser des épreuves. Parce qu'avec le baccalauréat précédent, nous avons vu des élèves qui ont dit carrément, on nous a donné des choses qu'on n'a pas appris. Non, ça c'est des trucs très rares qui arrivent. C'est normal. Mais qui arrivent quand même. Non, c'est-à-dire c'est dans l'effectuation même du programme. Ça dépend d'une école à une autre. Vous voyez, l'élaboration des programmes, l'élaboration par exemple de son programme, hein, pour évaluer, il faudrait quand même tenir compte de ce que vous avez enseigné. Effectivement, il peut arriver que quelqu'un dans une école il ait du retard par rapport au programme et que la date de l'examen arrive. Ça aussi, c'est possible. Mais je pense que ce qu'il faut, par rapport à ce volet d'indemnité, moi, ce que je propose, finalement, comme solution, c'est, n'est-ce pas, de permettre à chaque enseignant d'avoir un logement dans le lieu où il sert. Un enseignant financé par le gouvernement et où il faut aussi impliquer les collectivités territoriales locales. Comme ça, on met fin à ce problème de DMC, le problème d'indemnité de logement. Mais pour cela, il faudra réglementer le système, sinon tout le monde... Oui, mais c'est une refonte. C'est une refonte. Il faudrait vraiment mettre fin à cela. Ce problème, c'est infernal. C'est des calculs à n'en plus finir. Et que le gouvernement puisse prendre en charge la carrière des enseignants. Mais ce problème de DMC, problème d'indemnité de logement, on n'a qu'à mettre une croix là-dessus et essayer de donner des logements directement aux enseignants où ils servent. Parce que là, ça va éviter au moins la ruée vers la capitale. La ruée vers la capitale, mais également pour ces multiples élèves qui se retrouvent à la maison sans cours ni rien. Quelles solutions vous préconisez pour pouvoir les aider par rapport à leur apprentissage? Non, je pense que les enseignants sont tellement responsables. Quelle que soit la perte de temps, pas une perte de temps, c'est dans leur rôle. Il faut demander. C'est légitime. Mais c'est quand même une perte de temps pour les élèves qui attendent. Bon, moi je pense que plus on est à l'aise à l'école, plus on donne de son maximum. Et que l'enseignant, l'apprenant puisse en bénéficier. Mais si on va à l'école, en classe, alors que votre tête est ailleurs à la maison, où il n'y a pas de dépenses, vous ne ferez rien. Je pense qu'il faudrait demander aux deux parties, n'est-ce pas, surtout au gouvernement que je connais, de continuer ce dialogue avec le Premier ministre, que vraiment, qu'il fasse vite pour vraiment régler ce problème des enseignants-là. Alors, M. Cissé, que pensez-vous de tout cela? Et quelles solutions selon vous? Moi, je pense que le malentendu qui existe entre le gouvernement et les syndicats des enseignants peut être entendu si les deux parties s'écoutent, et s'écoutent bien. C'est comme un dialogue de sourds. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est un dialogue de sourds. Je l'ai dit tout au début, quand j'ai vu le syndicaliste réagir face aux représentants de l'État, je me suis dit que ça, c'est pas normal, ce n'est plus des négociations. Il faut qu'on apprenne à s'écouter, qu'on apprenne à se respecter pour pouvoir avancer. S'il n'y a ni respect, ni écoute, il n'y aura jamais, jamais, jamais un consensus. Et il nous faut un consensus fort entre l'État, les syndicats, les parents d'élèves pour sauver l'école sénégalaise.
Et pourquoi ne pas même créer une plateforme en ligne, puisque les enseignants sont autant occupés à revendiquer ce qui leur est de droit, mettre les cours en ligne pour... On sait qu'avec les nouvelles technologies, tous les enfants ont accès à Internet. Pourquoi ne pas... Non, c'est vrai, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore, parce que c'est pas mais ça serait nécessaire quand même. Mais quand même, tous les enseignants, les élèves n'accèdent pas à ce volet technologique. Et même du côté des enseignants. Avec l'appui des parents, bien sûr. Oui, avec l'appui des parents. Mais je pense que c'est possible, plus tard. Mais pour le moment, moi, je suis optimiste. Je sais que, avec le gouvernement là, du Premier ministre John, il va incessamment régler le problème. Maintenant, il appartient aux syndicalistes, aux enseignants, d'aller répondre et d'écouter et de donner des solutions. Il faut des concessions. Il ne faut pas dire que c'est tout ou rien. Moi, je suis contre ça, malgré que je sois enseignant. Tout ou rien, moi, je ne suis pas de cette dynamique-là. Je suis pour la concession, je suis pour le dialogue, je suis aussi pour que vraiment, que les gens regardent l'intérêt des apprenants là. Et le Sénégal là, l'éducation quand même, l'éducation c'est une économie. L'éducation, c'est l'émergence, c'est la prospérité. C'est l'émergence peut-être un dernier mot avant de faire... Moi je crois que nous sommes dans un pays où il faut des bras valides et des têtes pensantes pour pouvoir émerger. Et nous avons intérêt à ce que nos enfants puissent bénéficier d'une éducation de qualité. De qualité surtout. Et cette selon vous, éducation de qualité doit passer par, en fait, que les enseignants soient mis dans de bonnes conditions. Et selon vous, en un seul mot, les pistes d'un compromis? Mais c'est ça, non. L'essentiel, c'est de mettre dans de bonnes conditions les enseignants pour qu'ils puissent vraiment dispenser des savoirs vraiment attendus des apprenants. En tout cas, pour les bonnes conditions, le problème est tellement urgent que l'école sénégalaise se retrouve en sursis. Là, je le répète, il faut que l'État prenne ses responsabilités face à ces problèmes-là pour le résoudre, pour que l'école sénégalaise retrouve son lustre d'antan. Vous l'avez bien suivi, c'était le débrief. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief, toujours sur Médian TV Afrique.